Alors, pour présenter un peu la table ronde, donc on va parler de l'acceptabilité sociale dans le tourisme. Donc ça appelle à pas mal de notions différentes. Nico a parlé des définitions tout à l'heure, donc il y en a plusieurs. Pour faire suite à l'intervention de Stéphane Labranche, il y a aussi beaucoup de notions donc, sur l'impact du tourisme, l'acceptabilité auprès des populations, tous les acteurs d'un territoire, donc, que ce soit les professionnels, les habitants, les touristes, les excursionnistes, ceux qui viennent à la journée, tous les socioprofessionnels et bien sûr la partie élue, collectivité. Donc tous ces acteurs, il faut les fédérer autour de projets communs pour gagner des majorités autour de projets, pour faire vivre un territoire autour des activités touristiques. Et il y a beaucoup d'enjeux liés à ça. On parle beaucoup de surfréquentation, de surtourisme, tourisme de masse, qui sont des notions contestées ou polémiques. Mais en tout cas, il y a beaucoup de sujets dans les médias, on en parle beaucoup. Donc ça nous paraissait intéressant d'aborder cette thématique aujourd'hui. Et pour parler de ces enjeux, donc, quel levier d'action il peut y avoir face à ces enjeux? On a 4 personnalités avec nous aujourd'hui. Donc je vous présente un par un. Sandra Seyssel, maîtresse de conférence à l'université Marie et Louis Pasteur, qui est le nouveau nom de l'université de Franche-Comté. Tout récent changement de nom, donc bienvenue, merci beaucoup pour le côté universitaire. Émilie Carpentier, qui est la directrice d'Isère Attractivité, donc qui va nous parler des projets en cours sur le département de l'Isère. Il y a pas mal de sujets très intéressants. Et merci encore pour le partenariat avec l'événement. Denis Maurer, président de G2A Consulting, entre autres fonctions. Il est aussi vice-président du cluster montagne, donc voilà, sur les sujets veille et prospective. Et Jean Pinard, qui a un parcours dans le tourisme de longue date, qui est aujourd'hui consultant en progrès touristique, et qui a une expérience notamment en Occitanie, CRT Occitanie. Donc voilà, ces 4 personnes vont présenter une par une pendant 5 minutes une intervention et on aura un temps d'échange après sur les différentes thématiques. Donc je laisse la parole à Sandra. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Avant de débuter cette présentation, je tenais tout d'abord à remercier les organisateurs de m'avoir sollicité, bien évidemment, et de proposer cette thématique sur l'acceptabilité sociale du tourisme dans les territoires, que je vous propose d'aborder sous un angle juridique et notamment en lien avec la pratique des sports de nature. Il me paraissait intéressant de se questionner sur la place du droit, souvent envisagé comme une contrainte. Ne peut-il pas devenir une opportunité au vu notamment des actualités juridiques et judiciaires récentes, d'autant plus que nous sommes en présence d'enjeux qui sont majeurs à l'heure actuelle et parfois difficilement conciliables entre préserver la pratique, préserver la liberté d'accès et puis en parallèle maintenir une protection optimale de l'environnement et également le respect de la propriété privée. Ce qui me paraissait tout d'abord important de souligner, c'est que nous sommes en présence d'un changement de paradigme depuis plusieurs mois de façon... je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc, un changement de paradigme, puisque nous sommes en présence d'une écologisation croissante, comme vous n'êtes pas censé l'ignorer, et la protection de l'environnement devient le premier motif qui va motiver un encadrement, une limitation, une interdiction d'une pratique, notamment dans les milieux naturels, et ça vient devant finalement les motifs tirés du maintien de l'ordre public, voire du respect du droit de propriété privée. Alors cette écologisation, elle s'opère tout d'abord en droit, c'est-à-dire avec l'adoption de textes notamment législatifs et réglementaires. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire le panel des textes adoptés en la matière. Par contre, il me semble intéressant d'insister sur 2 d'entre eux. Tout d'abord, la loi de 2021, dite Climat et Résilience, qui accroît le pouvoir de police administratif, notamment des maires, et qui crée, en l'occurrence, un pouvoir de police en matière d'accès aux espaces naturels. On y reviendra par la suite. La deuxième loi qui me paraissait importante, c'est la loi de 2023, donc qui vise à lutter contre l'engrillagement et à renforcer la propriété privée. Et je vous donnerai un petit exemple tout à l'heure en termes de contextualisation. À côté de ces textes dits législatifs et réglementaires, on va trouver une kyrielle d'engagements volontaires qui peuvent prendre la forme de chartes, de codes de bonne conduite ou autres, que les acteurs finalement vont signer et donc qui vont comporter des règles qu'ils vont se donner et qui vont guider leur conduite. En parallèle, on assiste à une écologisation en actes, tout d'abord en actes juridiques, c'est-à-dire que, notamment, les autorités publiques vont élaborer
parfois des arrêtés municipaux et ou préfectoraux fondés sur les textes législatifs que je viens d'évoquer, pour donc limiter, interdire, réguler, mettre en place des quotas. En parallèle, on assiste également à des initiatives de l'ordre privé. Alors, je parle de propriétaires privés qui, après avoir laissé parfois des facilités de passage sur leur terrain, décident d'arrêter, de suspendre leur autorisation. Pourquoi ? Eh bien, je ne vous apprends rien. Nous sommes effectivement en présence d'une massification accrue des pratiques, accentuée en plus par un phénomène qu'on appelle les traquances. C'est le fait de se rendre sur un lieu de vacances tout en télétravaillant, ce qui accroît finalement le nombre de personnes dans certains endroits et qui entraîne donc des mesures limitatives, notamment d'accès à l'espace naturel. Alors pourquoi on en est là ? Eh bien, on n'arrive plus finalement à gérer ces afflux massifs des différents pratiquants, et on le voit également, ce phénomène en matière d'événementiel sportif. Alors là, présenté comme ça, on a l'impression que les règles de droit nous tombent dessus, qu'on n'a pas forcément le choix et qu'on n'a aucune action sur elles. On va voir que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, premier exemple, je vais synthétiser les éléments qui vous sont présentés. Tout d'abord, l'exemple de l'île de Bréhat. Il faut savoir que l'île de Bréhat, c'est l'un des 10 sites touristiques en France considérés comme victimes de surtourisme ou surfréquentation, je mets des guillemets, parce qu'on n'est pas forcément d'accord sur le terme utilisé, qui a fait l'objet d'une mesure de régulation, de limitation du nombre de visiteurs par jour. Le seuil étant porté à 4 700 visiteurs sur certains jours de la semaine. Alors certes, il y avait déjà eu finalement une intégration de la politique publique dans certains plans et ils avaient rejoint certains éléments en faveur du développement durable, par exemple à travers leurs actions, mais ils ont décidé d'aller plus loin à travers la mise en place de cette régulation avec la création d'une commission hyperfréquentation au sein du conseil municipal. Alors on peut se dire, est-ce que le premier motif invoqué, c'est la protection de l'environnement ? Au départ, oui, mais on va voir qu'à la sortie, c'est peut-être pas forcément ce qui ressort le plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 84% de la population se disait favorable à l'instauration de quotas au vu de la détérioration du site par rapport à l'environnement. Un arrêté est pris de régulation au niveau de la fréquentation sur l'île de Bréhat. Il est instauré pour la saison estivale 2023. A priori, tout le monde est content. Il y a des enquêtes qui ont été effectuées et ça semble correspondre aux besoins du moment. Sauf que quand on regarde le bilan qui est fait, ce qui ressort en premier lieu, c'est l'expérience visiteur. Et je me dis, entre le point de départ qui consiste à protéger l'environnement et le point d'arrivée, peut-être qu'on s'est perdu en route, je ne sais rien, peut-être que c'était la stratégie de départ. En tout cas, on voit que ce motif de protection de l'environnement, certes louable, peut-être a eu un caractère opportun et est venu aussi contribuer à la marque territoriale. Et d'ailleurs, ça a engendré d'autant plus d'attractivité par la suite. Bon, le dispositif a été reconduit pour 2024, pour l'été dernier, mais je n'ai pas eu d'informations plus précises par rapport à ça. Je vais arriver sur un deuxième cas qui a fait beaucoup de bruit. Alors, je l'ai choisi exprès puisque forcément, on est au pied des Hautes-Chartreuses, donc avec un cas qui a été énormément médiatisé, donc une restriction d'accès à un sentier. Ce sentier se situant sur un terrain privé qui avait été oublié à la faveur d'un vide juridique parlementaire lors de l'élaboration de la réserve naturelle nationale, si j'ai bien tout saisi. Donc il se trouve qu'au vu de la massification, là encore, des pratiquants en un même lieu, parce que le lieu est doté de différents monuments naturels très très intéressants à aller observer, eh bien le propriétaire va donc fermer l'accès. Se pose la question de savoir pourquoi ferme-t-il l'accès aux pratiquants, sachant qu'il continue à y pratiquer la chasse. Oui, mais il n'en demeure pas moins que c'est le propriétaire privé qui a le droit de finalement restreindre l'accès à sa propriété. Qu'est-ce qui se passe également en la matière ? C'est qu'on a un deuxième vide juridique marqué par le fait qu'il n'y avait pas de convention de passage destinée à réguler finalement la pratique sur son terrain. Donc depuis, ça a été, semble-t-il, résolu. En tout cas, ce qui, moi, m'intéresse peut-être en termes de conclusion, c'est qu'on se trouve effectivement à un moment charnière.
certes un changement de paradigme, mais voilà, avec aussi un droit considéré comme un outil de régulation qui peut peut-être devenir un outil permettant, à travers la concertation, peut-être d'aboutir à des solutions et à des régulations conjointes selon les maillages territoriaux considérés. Donc, ce qui me semblait aussi intéressant peut-être de faire remonter, c'est que dans ces différents cas, on assiste à une prévalence au final du droit souple, c'est-à-dire les règles que les acteurs se donnent spontanément pour peut-être contrecarrer ou améliorer l'application du droit dur, l'ensemble des textes existants. Et la question que je pose au final, c'est voilà, l'acceptabilité ne doit-elle pas être envisagée de chaque côté de la frontière et encore à supposer qu'on puisse dépasser les défiances respectives que chacun des acteurs peuvent avoir finalement. Donc voilà les propos que je souhaitais évoquer avec vous. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Sandra, tu as presque respecté le timing, à 1 minute près. C'est pas facile de résumer tout ça en 5-7 minutes, donc je passe la parole à Émilie. Rebonjour à toutes et à tous. Moi, je viens avec beaucoup d'humilité vous présenter un projet qui est en cours et qui n'est absolument pas finalisé, donc on pourra en discuter par la suite. Et tout d'abord, dans un premier temps, pour qu'on parle bien de la même chose, quelques données qui viennent d'arriver sur la fréquentation touristique en Isère pour l'année 2024. Je peux me reculer. Okay. Donc, vous dire qu'en Isère, en 2024, on a eu 23,7 millions de nuitées touristiques marchandes et non marchandes. C'est un chiffre qui est en augmentation quasiment constante. On a pris 1% par rapport à l'année précédente. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on a 70% de clientèle française. Et par rapport à ce que disait le collègue tout à l'heure, plus de la moitié des nuitées qui sont faites sur 4 mois de l'année, sur les mois d'hiver en Isère, malgré le fait qu'on ait un territoire et de montagne et de plaine. Ces chiffres de la fréquentation, ils sont intéressants. Pourquoi ? Aussi pour le volet qui est en dessous, c'est-à-dire qu'ils ne nous intéressent pas uniquement de façon brute, mais parce qu'ils participent d'une économie et d'une économie touristique en Isère qui fait vivre 27 800 personnes, puisqu'on compte 27 800 emplois touristiques en Isère, 7% des emplois isérois, et 1,43 milliard de consommation touristique. Donc vous voyez, une économie qui est importante à l'échelle de l'Isère. Ensuite, pour parler de ces termes qu'on a utilisés à plusieurs reprises depuis tout à l'heure, nous, on a souhaité travailler sur les questions d'optimum touristique. C'est notre COP, qui est un conseil d'orientation partenariale, qui agit comme un think tank un peu à l'échelle du département et qui groupe des chefs d'entreprise, des acteurs du milieu socio-économique et des académiciens également, et qui a souhaité se pencher sur ces questions de fréquentation à l'échelle du territoire. Donc nous, on a cherché à en savoir un petit peu plus, et puis surtout, on a fait un peu de pédagogie, et on a travaillé sur ces questions de surfréquentation et de surtourisme. Ma collègue précédente a donné des exemples. Effectivement, la surfréquentation, nous, on a pour habitude de dire que c'est circonscrit à un site délimité. Et là, il y a beaucoup de solutions, ou en tout cas de choses qui sont testées sur différents sites. On a parlé tout à l'heure de Bréa. Effectivement, on a 2 solutions principales. La première qui vise à agir sur l'offre, c'est typiquement le cas des Calanques, où on limite le nombre de visiteurs, ou l'île de Bréa qui limite le nombre de visiteurs jour. Donc voilà, il y a une rareté, etc., qui peut aboutir des fois à des conséquences inverses. Ou alors, on peut jouer sur la demande. C'est le cas, par exemple, de l'Ardèche et du syndicat mixte des Gorges l'Ardèche, qui a travaillé avec une application qui s'appelle Canoë Malin sur la responsabilisation en fait, des gens qui viennent visiter le site. Donc ça existe déjà. Il y a aussi tout le travail qui a été fait depuis les années 90 sur les questions de capacité de charge à l'échelle d'un site. Nous, ce qui nous a intéressé de travailler avec tous les acteurs, aussi différents soient-ils, c'est ces questions de surtourisme. Pourquoi ? Parce que le surtourisme, c'est à l'échelle d'une destination, donc c'est quelque chose de plus englobant. Et surtout, la question du surtourisme, c'est vraiment quelque chose qui prend en compte toutes les composantes d'une destination. Les infrastructures, les hébergements, les services. Et c'est vraiment une notion englobante sur laquelle nous, on a voulu travailler avec notre projet qui s'appelle l'optimum touristique. Initialement, il s'appelait l'optimum de fréquentation. Et au fur et à mesure, on a décidé de changer le nom parce qu'on a vu que la fréquentation, in fine, ce n'était pas ce qui était au cœur de la problématique. Ça y participait, mais c'était bien plus large que ça. Puisque, comme l'a rappelé la collègue aussi juste avant, effectivement, ces questions-là ont nécessairement des impacts sur l'expérience visiteur, sur l'environnement, mais également sur la qualité de vie des habitants. Et c'est là-dessus qu'on a voulu axer. Et j'essaye d'avancer. Voilà.
L'optimum, pourquoi? Parce que pour nous, l'idée, c'est vraiment de trouver un équilibre par rapport aux destinations. Donc on s'est vraiment posé la question de surtourisme et ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'on l'a mis en regard de la notion de sous-tourisme. Et on s'est dit qu'à la base de notre démarche, il fallait que le tourisme profite au territoire et que c'était ça notre parti pris de départ et qu'à l'aune de ce parti pris, on allait essayer de mettre en place un optimum touristique. Et un optimum, pourquoi? Parce qu'on estime que quand on est en surtourisme ou en sous-tourisme, il y a dans les 2 cas une baisse de l'attractivité de la destination. Et par attractivité, ce qui est important, c'est que j'entends 2 acceptions. L'attractivité, d'une part, ça participe, pardon, de l'attraction d'une destination, c'est notre capacité à faire venir des gens. Mais ça, c'est un seul aspect, puisque le second aspect de l'attractivité, c'est la notion d'ancrage. C'est la capacité à faire rester des gens sur le territoire. Et là, on s'adresse vraiment aux résidents. Donc pour nous, pour qu'on soit dans un optimum touristique, il ne faut pas qu'il y ait de baisse de l'attractivité du territoire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on continue et à attirer des visiteurs, mais à faire en sorte que la qualité de vie sur le territoire, elle soit au plus haut. Donc du coup, ce projet, il me reste 30 secondes, donc concrètement, je ne vais pas vous en dire grand-chose, mais néanmoins, vous dire que c'est vraiment une démarche globale où on va aller réfléchir de façon systémique avec les résidents du territoire, les résidents secondaires et les sociopros, croiser des données à la fois quanti et quali pour aboutir à cette notion d'optimum et aboutir à un outil d'aide à la décision pour les élus et pour les techniciens sur le territoire. Donc j'en profite, j'ai mis les logos. On a fini la première phase de prototypage de l'outil et on va se lancer là début 2025 sur la seconde phase qui est une phase d'expérimentation pour voir un peu si ça fonctionne, cet outil. Et on va expérimenter sur 4 destinations. Saint-Antoine-l'Abbaye, les Deux Alpes, Alvar et Crémieux, qui sont des destinations avec des typologies extrêmement différentes. Et enfin, pour terminer, juste quelques secondes, donc vous dire effectivement que les objectifs de l'outil, c'est vraiment d'amorcer un dialogue et de croiser. On a parlé tout à l'heure du fait que les notions de surtourisme, surfréquentation, ça participe beaucoup d'un ressenti. L'idée, c'est d'aller croiser des données objectives avec des données sensibles issues du ressenti et de pouvoir confronter les deux pour éclairer les décisions publiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Émilie. Le timing était parfait. Et ça fait la transition avec Denis Maurer, qui va aussi parler de data, de données, mais pas seulement. Donc je te laisse la parole, Denis, pour 5 minutes également. Bonjour à toutes, bonjour à tous, meilleurs vœux. Je peux encore le placer là pendant 4 jours ou 5, je ne sais pas. Donc je suis Denis Maurer, je suis le représentant des entreprises. Et pour autant, vous allez voir que je vais faire part de concepts qui sont un peu idéalistes des fois. Mais communiquer autour de ces sujets avec un petit peu d'idéalisme est à mon avis pas une mauvaise chose. En tout cas, c'est un point de vue personnel qui nous guide. G2A, c'est un observatoire, enfin, c'est une entreprise qui souvent est limitée dans l'esprit de chacun à l'observation du tourisme. En fait, on est observateur de territoire touristique. Et dans cette logique de territoire touristique, il y a de plus en plus de choses qui intègrent le rapport au tourisme, et bien sûr, le rapport des habitants au tourisme et le rapport... il faut que je pense à appuyer... Voilà, c'est ça. Je suis parti en roue libre. Voilà. Effectivement, on a la chance de participer à une dynamique de création de nouveaux observatoires autour de cette acceptabilité ou plus généralement autour de la durabilité et du tourisme. Ça crée des observatoires avec des nouvelles règles. Jusqu'alors, on passait beaucoup de temps à compter les personnes, savoir combien elles étaient dans la voiture, combien ils ont dépensé chez McDonald's ou au restaurant gastronomique du coin, combien ils ont acheté de forfaits. Mais en fait, aujourd'hui, on est sur des sujets qui sont beaucoup plus vastes. Et puisqu'on parle d'acceptabilité, c'est vrai qu'aujourd'hui, notre société fait plus de 70 000 enquêtes, enfin enquête plus de 70 000 personnes par saison. Et on travaille beaucoup autour des sujets d'acceptabilité du tourisme par les habitants et les résidents secondaires, parce que c'est deux populations qui sont attachées au territoire, mais qui n'ont pas tout à fait les mêmes approches du tourisme, et l'intégration de la culture du territoire par les touristes. En gros, sur ces sujets-là, et c'est là que ça va être un petit peu idéaliste ce que je vais dire probablement, mais c'est comment on passe du tourisme, avec son fameux surtourisme,
au voyage, ou comment on revient au voyage, qui est une notion où les personnes se déplacent peut-être un peu moins, restent un peu plus longtemps, et en profitent pour profiter de tous les éléments qui concernent le territoire. Ces nouveaux observatoires, ils nécessitent une hybridation des compétences. Moi, j'ai des équipes, effectivement, de consultants qui passent beaucoup de temps avec les offices du tourisme, nos principaux clients. Hein. On a plus de 180 territoires touristiques français comme clients, à la montagne ou sur le littoral. Mais on agrège des compétences, et on va le voir avec Montagne Rider. On travaille avec eux depuis plus de 3 ans sur le sujet. Le Crédit Agricole des Savoies pour des éléments économiques, Météorie pour des images satellites, Rouge Vif pour des éléments plus sociétaux. Et c'est la combinaison de tous ces savoir-faire qui nous permet d'arriver à un résultat. Le premier observatoire qu'on a créé concerne les 2 Savoies, et c'est un observatoire qu'on a créé à l'époque avec le Crédit Agricole. Donc on a commencé à travailler dessus dès 2021, et la première version est sortie en 2022. Donc on est actuellement en train de travailler sur la V3. C'est un travail qui a été donc financé, désolé, je suis une entreprise, financé tout à la fois par le Crédit Agricole et nous, en travaillant avec Montagne Rider, qui a sourcé énormément de données, mais aussi le cabinet Pop Rock, qui a travaillé avec tout plein de personnes du territoire, enfin comme il a été dit tout à l'heure, et c'est là qu'on a créé cette logique ou cette théorie des futurs désirables, qui ont 3 piliers. Un économique, où le but est plus de mesurer dans le temps l'évolution de la structuration de l'économie hors ski, hein, c'est-à-dire quelle est la part de l'économie qui se développe hors du ski, son développement dans le temps et son développement autour de la création de valeur. Par exemple, on a un indicateur qu'on travaille avec Stratorial qui analyse uniquement la valeur ajoutée créée sur le territoire. Pourquoi ? Parce que on part du principe que dans une trentaine d'années, dans des territoires qui n'auront plus de ski, il y a moins besoin de dépenses touristiques puisqu'il y a moins besoin d'investissement. Et si on a réussi à fournir une activité importante, hein, à continuer à perpétuer une logique d'attractivité avec d'autres activités, il y a moins besoin de dépenser de l'argent pour financer un outil qui s'appelle des remontées mécaniques. Voilà, donc c'est des choses qui sont très idéalistes d'une certaine façon, mais en tout cas, c'est une trajectoire qu'on se doit de suivre dès aujourd'hui pour suivre des indicateurs qui vont vivre dans le temps. Le second pilier, c'est l'humain, bien sûr. J'en ai parlé tout à l'heure, hein, avec l'humain autour de la clientèle et autour des habitants, des saisonniers, et bien sûr du dynamisme local. Et enfin, autour de la planète. Et c'est là aussi que les futurs désirables sont importants. Les problématiques en montagne ne sont pas forcément celles des Pyrénées-Orientales. Le rapport à l'eau, même s'il est hyper important dans les 2 cas, est quand même malgré tout différent. Il faut que je tienne en 5 minutes. C'est déjà mort. Enfin, 1 minute maximum. On a décliné cet observatoire un peu généraliste sur 2 départements. Avec Montagne Rider, on l'a décliné à l'échelle de stations. Et donc ça commence par une période d'observation avec diagnostic, des enquêtes avec les habitants, les élus, les touristes, des ateliers et des analyses croisées pour arriver à des indicateurs de durabilité qui sont parfois communs à tous les territoires et parfois qui sont spécifiques en fonction de ces fameux futurs désirables qui ont été définis par chaque territoire. Voilà, donc c'est une vision un peu micro, c'est-à-dire que nous on travaille sur chaque commune et peut-être pas de façon très globale. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Denis. Je laisse la parole à Jean Pinard pour 5 minutes. Merci, j'enlève le masque, mais comme je pars en vacances 4 jours et que ça tousse beaucoup, j'ai vu un petit cluster par là, si vous pouvez éviter de tousser pendant que je parle, hein, voilà, ça sera pas mal. Je vais juste démarrer par une histoire que je n'ai pas prévu de dire. Voilà, moi, à 13 ans, j'ai eu une expérience un peu malheureuse. Mes parents sont venus me récupérer chez les flics parce que j'avais sectionné les câbles d'alimentation des bulldozers qui coupaient les arbres de la forêt de Chahusse et à Besançon pour faire l'autoroute A36, l'autoroute qui relie Mulhouse à Beaune et sur laquelle aujourd'hui passent des centaines de camions espagnols qui viennent livrer les oranges en Allemagne. Et le flic qui m'a arrêté m'a dit « Écoute, je ne vais pas faire une histoire de ça, on ne va pas porter plainte, j'ai vu l'entreprise.
tu vas venir t'asseoir 10 minutes sur le boulevard qui passe en plein centre-ville, et puis tu vas me compter le nombre de camions qui passent. Et au bout de 2 minutes, j'ai compris que l'écologie, c'était pas aussi facile que ça, et c'était pas forcément aller couper abîmer des bulldozers qui permettaient d'amener un trafic qui, pour l'instant, gênait plutôt les gens qui étaient au centre-ville. Je vous dis ça parce que je trouve que sur le... Alors, où est-ce qu'on appuie? Voilà. Alors si, je dis que je suis forestier parce que c'est important pour comprendre aussi ma philosophie aujourd'hui sur le sujet. Mais parce que le sujet du surtourisme, le sujet de l'acceptation sociale du tourisme, c'est pas un sujet nouveau, hein, ça fait des années qu'on parle de ce sujet, et vous comprendrez d'ailleurs que le terme touriste n'a jamais été un terme très positif. Quand on est touriste, on est plutôt un branleur, et les touristes, bah, aujourd'hui, c'est les gens qui sont trop cons pour prendre la bagnole pendant les week-ends et les samedis de juillet et août, parce qu'ils n'ont pas d'autres dates de vacances, alors que le voyageur, pour reprendre l'expression de Denis tout à l'heure, c'est le mec beaucoup plus intelligent parce qu'il a du fric et qui a le droit de prendre l'avion au mois de novembre, d'aller au Costa Rica, faire un séjour dans un écologe. Voilà, c'est comme ça que moi je résume la situation aujourd'hui de l'acceptabilité du tourisme. Alors c'est peut-être un peu brutal, mais moi j'en ai un peu ras-le-bol de ces confusions entre le surtourisme et le tourisme de masse. Et je suis désolé que l'universitaire soit parti tout à l'heure, parce que je ne valide pas du tout ses propos sur le fait qu'il y aurait des gens qui n'auraient pas les codes et qui iraient dans la nature et qui ne seraient pas bons parce qu'ils laisseraient les papiers dans la nature. Ça ne marche pas. Le surtourisme, je ne veux pas y revenir dessus, simplement c'est que c'est un épiphénomène. Il y a quelques endroits où effectivement il y a trop de monde, mais quand on regarde les chiffres, par rapport à 2019, donc avant la crise de la Covid, il n'y a pas plus de gens qui partent en vacances aujourd'hui. Par contre, il y a beaucoup plus d'articles dans le journal pour parler de surtourisme parce que c'est devenu finalement un sujet de médias. Le tourisme de masse, moi je suis désolé qu'en 2025, on puisse encore en parler aujourd'hui. Le tourisme de masse, c'est juste la démocratisation du tourisme. Voilà, c'est le fait qu'il y ait plus de gens qui partent en vacances et que, à mon avis, c'est plutôt une bonne chose et que le terme masse est juste un terme assez horrible. Hier, j'écoutais un expert qui avait toujours un micro dans la poche pour parler aux journalistes quand il s'agit de parler de tourisme, qui commentait les 100 millions de visiteurs que la France a enfin obtenus, puisque ça fait 20 ans qu'on nous dit qu'il faut qu'on atteigne les 100 millions, puis qu'après, tout sera bien. Il commentait cette information en disant « Ouais, mais l'Espagne, elle fait quand même beaucoup mieux que nous, parce qu'ils dépensent beaucoup plus en Espagne. » Et le gars de dire « Mais en fait, la France, elle n'a toujours pas choisi entre le fait qu'elle soit une destination de masse ou une destination de tourisme plus qualitatif. » En d'autres termes, c'est de dire si les gens qui n'ont pas d'argent pouvaient laisser la place à d'autres, en particulier en juillet-août, ça serait quand même vachement mieux pour l'économie française. C'est ça, hein, aujourd'hui, le débat sur le tourisme de masse. Alors, il y a le débat aujourd'hui du surtourisme qui est lié au fait que la fréquentation serait mal gérée dans l'année et dans l'espace. Alors ça, c'est, vous savez, moi j'ai fait plein de schémas de développement touristique, hein, c'est l'axe 1 et l'action 1, répartir les flux touristiques dans l'espace et dans le temps. Alors, on peut l'écrire, ça fait 20 ans qu'on l'écrit, ça n'a rien changé. Moi, je faisais un post hier en plaisantant, si on s'y mettait tous pour changer l'axe de rotation de la Terre et éviter qu'il y ait des saisons, je suis sûr qu'on gagnerait beaucoup de temps sur le sujet. Et puis sur la question de la répartition de l'espace, je vous ai mis ces cartes-là. Parce que le tourisme de masse, et le reproche qu'on fait sur la problématique de la fréquentation touristique, c'est que finalement les gens vont trop au même endroit. Ben, ils vont juste dans les endroits qui ont été aménagés. Donc si on ne veut pas entendre le discours du professeur tout à l'heure qui dit « Ouais, mais les gens, ils n'ont pas les codes, ils vont dans la nature ben, », il faut accepter que les gens aillent à la Grande Motte, aillent à la Cano et se concentrent là où on a aménagé de l'espace pour eux. Alors, je vais vite, mais comme je suis le dernier, je prends un peu plus de temps. Il y a 3 leviers quand même qui interviennent sur la problématique de l'acceptation sociale. La première, c'est l'anxiété environnementale. C'est de dire « Ah, mais attends, le tourisme, ça abîme la nature », ce qui est vrai. D'ailleurs, c'est le seul secteur qui ne fait pas de progrès. Mais le problème, c'est que ce qui ne fait pas de progrès, c'est le nombre de gens qui prennent l'avion. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent l'avion que le secteur du tourisme pollue beaucoup et pollue plus. Je vous ai mis juste ces photos parce que moi, je ne suis pas un fan, moi je fais du ski nordique, donc je n'ai jamais demandé de la neige de culture pour faire du ski. Je ne suis pas un fan de la neige de culture, mais faire des reportages où on montre des gens qui font du ski, et juste après, on va montrer des glaciers qui fondent en faisant croire qu'il y a une relation de causalité, ça ne marche pas. Le surtourisme, d'ailleurs, c'est comme le cholestérol, il y a le bon et le mauvais. Si vous fréquentez la montagne l'été, ben c'est bien. Si vous la fréquentez l'hiver, c'est pas bien. Pourtant, si vous prenez votre bagnole pour venir l'été, comme vous l'avez pris pour venir en hiver, c'est la même chose. Vous polluez de la même manière. Donc, il y a une forme d'exagération sur ce sujet. Le deuxième, c'est bon, je vais passer vite là-dessus, mais j'avais mis juste ces photos. À votre avis, c'est quoi la forme de tourisme qui représente le plus l'écotourisme? C'est quoi? C'est les gens qui marchent dans la montagne ou c'est les gens qui sont à la plage? Le bilan carbone des gens qui sont à la plage, il n'est pas plus mauvais
que les gens qui marchent sur la photo. Pourtant, si on montre ça, c'est toujours mieux d'aller marcher dans la nature que d'être sur la plage. Là aussi, ça renvoie à une idée, oui, mais la plage, c'est la masse, c'est les gens qui n'ont pas les codes, alors que ceux qui ont le droit de marcher dans la vanoise parce qu'ils travaillent dans la vanoise, c'est des gens qui sont plus mal. Le deuxième, c'est une anxiété qui est plus culturelle et qui repose sur le fait que le touriste, c'est un autre. Et qu'aujourd'hui, en 2023, en 2024, en 2025, vous voyez bien ce qui se passe aux États-Unis, vous voyez bien ce qui se passe en Europe. L'autre, c'est l'ennemi, et l'autre, c'est quelqu'un voilà, qu'on n'aime pas trop, même s'il vient de manière temporaire sur notre territoire. Donc, il y a une forme de rejet par rapport à ça. Et puis, la troisième, c'est plutôt une anxiété économique, parce qu'il est vrai que le tourisme ne rapporte pas de la même manière à tous les gens qui travaillent dans le tourisme. Souvenez-vous des manifestations qui ont été celles des femmes de ménage du groupe Accor. Et puis, je termine juste là-dessus. Moi, ce qui me désole dans ce débat, c'est qu'on s'en prenne à des familles qui, progressivement, sont sorties de chez elles pour apprendre à pratiquer la nature, alors que le vrai débat aujourd'hui, c'est quel enjeu on fait de l'usage du temps libre. Moi, je préfère voir des familles, quitte à les accompagner, quitte à les éduquer. Moi, je suis de formation initiale, je suis BE-kayak. Donc, j'en ai amené des gamins qui ne comprenaient pas qu'il ne fallait pas jeter les papiers dans la rivière, mais ça prend du temps. Et à côté de ça, on a une augmentation du divertissement digital qui assigne les gens à résidence et qui crée finalement toute cette agressivité. Donc à un moment, il va falloir qu'on choisisse et qu'on arrête de dire que tout ce qui se fait dans la nature, c'est mal, c'est pas bien et qu'il faudrait le condamner. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jean pour ce point de vue engagé. On va en discuter voilà, maintenant entre nous. Moi, j'ai déjà quelques questions et puis on vous laissera aussi la parole dans quelques minutes. Moi, je voulais commencer avec Sandra sur la partie juridique et réglementation, notamment la question des quotas. Jusqu'à quand c'est acceptable de mettre des quotas qui priveraient une partie de la population d'accéder à certains sites naturels qui, par principe, devraient être accessibles à un maximum de personnes? Bien, je pense que c'est justement le débat actuel. Enfin, je suis en train de réfléchir à l'île de Bréa, justement, sur la façon dont s'est construite cette régulation, parce que rien que par rapport au seuil, ça a donné des débats quand même assez houleux, et sur quoi on se base également, enfin, quel est notre prisme de départ. Donc, en termes d'acceptabilité, je ne sais pas, je dirais que, enfin, j'ai fait une réponse un peu, ça va dépendre des territoires, de ce qu'on se donne comme priorité ou pas, par rapport à son environnement spécifique également. Après, au niveau juridique, là, malheureusement, on a des textes qu'on doit s'approprier et comment on met en place des formes de régulation qui soient acceptables par rapport à un territoire donné. Je ne suis pas sûre qu'on ait la réponse, Okay. Malheureusement. Et pour faire le lien avec Émilie, le sujet de l'optimum, justement, c'est en lien forcément avec ces problématiques de quotas. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on peut revenir un peu plus en détail sur l'organisation, le COP, donc le think tank mis en place, avec des territoires qui ont des spécificités? Voilà, comment ça va fonctionner un peu sur l'Isère? Alors effectivement, nous, c'est un projet qui est en cours, donc on va déployer pour une phase expérimentale pendant 1 an. Là, on a choisi 4 destinations pour tester l'outil pendant cette phase expérimentale et qu'on contribue également à co-construire le prototype. 4 destinations qu'on a voulu représentatives de typologies de territoires différents, puisqu'on a les Deux Alpes, qui est une station de haute altitude, on a Alvar, qui est une ville thermale et à la fois une station également de moyenne montagne, et ensuite on a Saint-Antoine-l'Abbaye et Crémieux, qui sont 2 villes avec un volet patrimonial important. Et l'idée d'avoir ces typologies, c'est parce qu'effectivement, vous l'avez compris, l'optimum, c'est une fourchette. Donc c'est vraiment l'idée par rapport à différents items de pouvoir se positionner par rapport à des connaissances scientifiques vis-à-vis des typologies de destination sur cette fourchette. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir en fait, selon les décisions politiques qui seront prises, comment l'évolution d'un indicateur va interagir avec les autres indicateurs. C'est pour ça qu'on dit qu'on est vraiment dans une vision systémique et que l'idée, c'est de voir en quoi les décisions vont venir modifier l'acceptabilité ou modifier en fait la vision ou le fait qu'on soit ou pas dans cet optimum. Et ce qui est important pour nous aussi, c'est d'avoir choisi des destinations qui sont différentes. Pourquoi? Parce que demain, en fait, c'est un outil qui est un outil qu'on a voulu libre et qu'on veut pouvoir proposer à l'issue de la phase expérimentale au plus grand nombre. Donc l'idée pour nous, c'était vraiment d'avoir des typologies différentes pour pouvoir capitaliser dessus à la suite. D'accord. Pour faire le lien avec Denis, justement, sur le côté données et data, toi, tu connais bien les indicateurs, l'évolution des indicateurs que utilisent les territoires, justement, pour suivre, piloter l'activité touristique.
Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on a les bons indicateurs? Est-ce qu'on devrait plutôt parler en ordre de grandeur et de comparer potentiellement avec d'autres secteurs d'activité justement pour montrer le poids du tourisme sur l'emploi, sur la vie sociale et d'un territoire? Qu'est-ce que tu en C'est penses un de ça? mix. Il y a 2 ans, lors des cahiers de tendance, une question extrêmement intéressante m'avait été posée. C'est est-ce qu'on peut tout faire avec des datas? Ben non, certainement pas. Si j'ai besoin de savoir ce que j'en pense, il faut que je lui demande ou que je lise LinkedIn. Mais, mais en tout cas, il n'y a pas d'autre solution que de demander aux gens ce qu'ils pensent pour savoir ce qu'ils pensent. Et donc, la notion d'enquête qui, après, parce qu'on me l'a déjà fait le coup, se transforme en data, certes, mais la notion d'enquête est un élément fort. Et aujourd'hui, les indicateurs, nous, ce qu'on essaye de faire dans la logique, là, tout le groupe de faire cette forme de think tank aussi qu'on essaye de créer, tout ce qu'on essaye de faire, c'est créer un nombre d'indicateurs limité pour pouvoir les suivre, qu'ils soient lisibles, qu'il y ait une vraie interaction des personnes du territoire sur leur performance. Par exemple, quand on a analysé toutes les données autour du gaz, on a arrêté de réfléchir autour du gaz. On n'a trouvé aucun rapport immédiat localement, j'entends, hein, entre le tourisme et le gaz. Ça dépend du vent, ça dépend de la température, ça dépend de la saison, ça dépend de plein de trucs. Et on n'arrive pas à avoir une action qui soit vraiment hyper impactante, en tout cas à date, sur ces choses-là. Voilà, donc nous, on a arrêté de travailler pour l'instant sur le gaz. Là, c'est un exemple. Et par exemple, on a créé un indicateur autour de l'artificialisation des sols. L'artificialisation des sols en montagne, c'est 3%. Pourquoi? Parce que les communes sont immenses. Donc, il n'y a aucun intérêt à essayer de savoir si on passe de 3 à 3,1 à 3,3, même si de passer de 3 à 3,3, c'est une pure catastrophe, puisque c'est une augmentation de 10%. Donc, on a créé un indicateur, en tout cas là pour les territoires avec lesquels on travaille, hein, autour du nombre de nouveaux habitants par derniers hectares encore artificialisés, puisque ça va avoir tendance à se limiter. Voilà, c'est par rapport à ces futurs désirables exprimés par les populations et les entreprises locales, et enfin tous les intervenants, qu'on a plutôt créé cet indicateur qui, pour eux, prend plus de sens. Et il vaut peut-être mieux construire un collège qu'une résidence de tourisme. Voilà. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais je ne suis pas bien capable de plus. Merci, c'est déjà pas mal. Jean, pour revenir un peu sur les notions de surfréquentation, surtourisme, en gros, jusqu'à quand le tourisme est acceptable sur un territoire? L'exemple montagne versus littoral était intéressant, je trouve, dans le comparatif, dans le traitement médiatique, etc. Est-ce qu'on peut développer un peu ce point-là? Je pense qu'une station de ski, c'est une situation géographique plus confinée que le littoral. Donc à partir de là, oui, on peut considérer qu'on arrive à des niveaux de surfréquentation à certains moments. Mais ce que je voudrais dire sur la notion, par rapport à ce qui vient d'être dit sur la notion d'optimum, c'est que c'est difficile de dire que sur une rivière, il y a trop de canoës, que sur un chemin de randonnée, il y a trop de marcheurs, parce que on n'a jamais réfléchi de cette manière-là, contrairement à des cinémas ou contrairement à des événements culturels où quand on a atteint la jauge, on s'arrête. Moi, je prends souvent l'exemple, il y a 80 000 personnes chaque année qui vont voir la finale de Top 14 au Stade de France. Je n'ai jamais entendu parler de surfréquentation quand il y a 80 000 personnes au Stade de France. Quand il y a 100 000 personnes à la Grande Motte, 100 000 personnes, c'est la jauge maximum d'accueil de la Grande Motte. Quand il y a 100 000 personnes à la Grande Motte le 15 août, les médias parlent de surtourisme. Mais on n'a pas dépassé la jauge. Donc voilà, moi, ce qui m'agace un peu dans ce débat, c'est qu'il n'y a plus de nuances. Quand on dit que le ski, c'est 7% des Français les plus riches, je ne sais pas si c'est vrai, je pense qu'il y a une part de vrai, mais les 2% les plus riches, eux, ils prennent l'avion pour aller aux Seychelles et en Thaïlande à Noël. Pourtant, en bilan carbone, j'entends plus critiquer ce qui se fait sur le ski que ce qui se fait sur les gens qui prennent l'avion. Donc voilà, il y a ce prisme qui fait que on a plus de nuances. On attaque plus la neige artificielle. Je le redis, moi je ne suis pas un fan de la neige artificielle. Mais la neige artificielle, est-ce qu'elle pollue plus globalement que les gens qui vont nager dans une piscine chauffée en plein hiver? Voilà. Il y a autant de licenciés à la fédération de ski sur la région Auvergne-Rhône-Alpes qu'il y en a en natation.
Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de l'acceptabilité de faire chauffer des piscines pour que des gens nagent en hiver? Moi, j'ai jamais entendu parler. Je parle de piscine municipale, hein. Je ne parle pas de piscine privée, hein, si on rajoute des piscines privées. Donc voilà, il y a toujours un biais, et moi je pense que sur ce sujet, il faut faire attention. Sur le surtourisme, pour moi, c'est un phénomène médiatique. Allez sur Google Trends et vous regardez l'historique des articles sur le surtourisme. Et ça date de 4-5 ans, parce que voilà, quelques personnes qui en avaient un peu marre d'avoir trop de gens à côté de chez eux ont dit « Oula, attends, on va arrêter ». Ça ne veut pas dire qu'à l'île de Bréa, il ne faut pas mettre des quotas. Moi, je suis pour les quotas, il n'y a pas de problème. Mais comme on met des quotas pour rentrer dans un cinéma, quand il n'y a plus de place, on ne rentre plus, voilà, c'est pareil. Je passe la parole effectivement au public. Bonjour, Eric Adamkiewicz, je suis intervenant dans le master. Juste une petite remarque préliminaire. Par principe, accéder à tous les lieux, je suis d'accord, mais pas dans mon jardin. Et je ne suis pas sûr que l'accessibilité de tous les territoires soit de fait et par principe acquis. Il y a des zones naturelles, il y a des zones réservées, il y a des endroits interdits pour des questions de sécurité. Donc je voulais juste revenir là-dessus. Après, en écoutant le débat, et puis c'est quelque chose qu'on a souvent, enfin, Jean en parle régulièrement, la question du surtourisme, on se targue d'être la première destination touristique mondiale, on sait que c'est faux, mais on s'en fout, on est dans les destinations majeures, et après on découvre avec surprise qu'il y a du monde. Comme on découvre avec surprise qu'il y a 40 ans, la route nationale 7, l'été, il y avait des bouchons. C'est-à-dire qu'on découvre le fil à couper le beurre à chaque étape. Les transhumances, on les a pour l'hiver, on les a pour l'été, on les a en zone urbaine quand on se déplace à Lyon, à Grenoble, à Toulouse, en voiture. Donc à chaque fois, on est dans cette logique-là. Et la remarque que Jean a fait tout à l'heure sur la fréquentation estivale de la montagne, et ça rejoint les données que Denis a régulièrement, il y a un élément qu'on oublie toujours, c'est que pour donner du poids à l'argument, on utilise des chiffres. Sauf que la fréquentation estivale, pour ne prendre que cet exemple-là, on n'est jamais à périmètre constant. C'est-à-dire qu'on va donner des pourcentages, on va donner des chiffres, mais le pourcentage d'hébergement disponible l'été, c'est jamais le même. Donc on compare en fait dans les faits des choux, des clés de 12, dans un environnement qui est évolutif, avec des hôtels qui sont fermés, des résidences qui sont ouvertes. Et à chaque fois, on se plante dans la discussion en oubliant un élément essentiel. On continue d'être une destination majeure touristique et on fait tout pour faire venir des gens, jusqu'à annoncer que pour la 2e année consécutive, même si Atout France dit le contraire, on est à 100 millions de visiteurs. Et on a le pseudo-expert que citait Jean qui nous explique que le problème de la France, c'est qu'il faut faire des campagnes de promotion. On veut faire une campagne de promotion en nous expliquant qu'on a plus de clients chaque année. On est tellement bon, à la limite, on ne devrait même pas en faire de la promotion, puisqu'il y en a plein qui viennent, et plus 2% chaque année. Juste pour que les territoires puissent respirer et avoir une activité économique. Oui, mais alors, quant à faire changer l'axe de la Terre, ça va être bon. Hein. Il n'a pas dit qu'il fallait faire des campagnes de promotion, il a dit qu'il fallait faire des vraies campagnes de promotion. Parce qu'avec les fausses, on fait 100 millions. Oui. Alors avec les vrais, je pense qu'on va arriver à des chiffres plus intéressants. Maintenant, sur les chiffres, vous avez vu que c'est pas 99 millions 500 millions nuitées, hein, c'est 100 millions pile. Donc voilà, c'est un chiffre assez facile et c'est malheureusement souvent comme ça. Oui. Sandra, Émilie, est-ce que vous voulez rajouter des choses? Ok, alors, question suivante. Oui, bonjour, Romain, je travaille pour le Mountain Changemakers, le média de la transition, donc je vous salue, et certains membres sont là. Un petit sujet sur l'acceptabilité sociale, le fait de travailler sur ces enjeux de mobilité, de se dire que si on profite de ces flux touristiques pour développer des structures liées à la mobilité plus durable, et je parle bien entendu du chemin de fer, puisque c'est un sujet qui revient en permanence, et on a une échéance qui arrive bientôt en 2030 où, sur la question d'un certain gros événement sportif dont on parlera tout à l'heure.
Est-ce que justement, sur ces questions de mobilité, on ne peut pas concilier l'ancrage territorial, l'attractivité et faire profiter justement le territoire de solutions de mobilité plus douces? Est-ce que moi j'ai la sensation qu'on n'avance pas trop sur ces sujets? Est-ce que vous la partagez ou est-ce que vous avez un autre avis? Alors moi, j'ai toujours mon prisme juridique et je me dis que peut-être que l'outil juridique n'est pas assez performant en la matière déjà. Alors on le voit en matière sportive. Si je prends, si je transpose sur la question de la transition écologique, on a une loi qui reste très générale. Finalement, dans le sport, on se dit, nous, on est dans l'exception sportive en fait. Pourquoi ça s'appliquerait à nous? Donc là, c'est un peu le même principe. J'ai l'impression que peut-être qu'il faudrait retravailler cette question des instruments juridiques, mais peut-être pour aller vers davantage d'instruments de type concerté, pardon. Parce que la question qui a failli être posée, qui concernait la participation du public, je pense que là, on a des outils, mais qui ne sont pas suffisamment mobilisés, qui pourraient peut-être permettre de faire remonter aussi certaines idées, certaines actions qui sont peut-être déjà mises en place dans des territoires, en fait. Moi, je vais bien juste compléter. Effectivement, pour moi, c'est une problématique cruciale qui est extrêmement importante. Et qui participe pleinement du bilan carbone. Donc du coup, la loi NOTRe a voulu vraiment clarifier les compétences sur le volet mobilité. Nous, en Isère, on a pu le voir jusqu'à très récemment, puisque jusqu'à cette année, les transaltitudes étaient exploitées par délégation par le département, et puis on a redonné à la région Auvergne-Rhône-Alpes l'exploitation de ces transaltitudes depuis cette année. Donc il y a une vraie offre qui existe, mais néanmoins, il y a deux problématiques à mon avis principales. Il y a d'une part le coût des infras, qui souvent peuvent être quand même vraiment bloquants par rapport aux problématiques des collectivités. Et il y a la problématique du dernier kilomètre, qui est souvent aussi bloquant, c'est-à-dire qu'on a des solutions, on peut venir en train, mais in fine, on n'arrive pas à arriver à son lieu de vacances parce qu'il n'y a pas la piste cyclable qu'il faut, ou il n'y a pas la proposition, le transport en commun. Et je crois qu'il y a, par rapport à ça, je te regarde parce que je crois que vous avez bossé avec eux, mais il y a une expérimentation, enfin il y a des travaux qui avaient été menés sur Savoie-Mont-Blanc par rapport aux calculateurs d'itinéraire et aux masses. Alors, oui, en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, on a fait une enquête assez intéressante pour le compte de Bourg-Saint-Maurice sur les différences de consommation entre les gens qui viennent en train et les gens qui viennent autrement qu'en train, essentiellement en voiture ou en avion. Il y a effectivement un travail qui a été fait avec Savoie-Mont-Blanc sur la mobilité, mais qui est assez complexe parce qu'il n'intègre pas tellement le covoiturage, par exemple, ou des solutions comme ça qui sont pourtant a priori vertueuses, même qu'étant des moyens basés sur la voiture. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce que nous, on observe, par exemple, c'est que définitivement, en Isère, il y a très bon exemple, pendant des années et des années, on a observé l'Alpe d'Huez et ses stations satellites, on va dire, et les deux Alpes. Et depuis 1 an et demi, on observe l'Oisans. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important parce que ça met l'espace valléen dans la logique globale touristique. Pas que parce qu'il y a des campings l'été avec des cyclistes, mais aussi parce que c'est peut-être l'endroit où ça va être le plus simple de loger les gens qui travaillent pour le tourisme, mais il va falloir organiser leur transport jusque dans les stations. Mais c'est quand même, ça prouve que on est en train de sortir un peu de simplement un espace touristique qui est strictement lié au loisir et d'y inclure plus les choses comme ça. Et pour avoir la chance d'observer l'intégralité des Pyrénées, les Pyrénéens sont très en avance là-dessus. Parce que leur problématique est bien différente. Aujourd'hui, il y a 3 semaines, 4 semaines d'enneigement à Gourette. Pour autant, il y a toujours des gens qui viennent à Gourette l'hiver. Donc, c'est des modèles qui sont quand même intéressants à analyser. Voilà. Donc, cette mobilité, elle est effectivement peut-être plus facile à analyser localement, parce qu'après, le nombre de trains, la longueur des TGV, puisque c'est des sujets dont on entend beaucoup parler en ce moment, on a découvert que nos TGV étaient 2 fois plus longs qu'en 92. Bon, voilà, il était temps. Mais voilà, ce sont des sujets
il y a quand même malgré tout du travail à faire localement en intégrant totalement les territoires. Très brièvement, pour répondre, en Occitanie, tous les premiers week-ends de chaque mois, le train est à 1 euro, le TER, pour tout le monde. On a fait l'enquête, c'est 150 000 personnes qui chaque week-end le prennent, 1 euro. Il y a 3 tiers dans les usagers, il y a ceux qui sont opportunistes, ils devaient prendre le train et ils sont bien contents de payer 1 euro et payer le prix normal. Il y a ceux qui laissent la voiture. Et il y a les nouveaux consommateurs d'activités de loisirs que sont principalement les jeunes qui vont décider de sortir de chez eux et prendre le train parce que ça ne coûte pas cher pour aller faire des activités. Nous, on a mesuré la consommation de ces activités de loisirs. Ça pèse environ 30 millions d'euros par an en région, donc c'est des activités de loisirs qui payent. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, les seules critiques que nous avons, c'est les maires des villages ruraux qui sont desservis par les lignes, avec des gamins qui vont descendre par exemple par la gare de Najac pour faire l'Aveyron en canoë-kayak, qui vont aller faire un peu de bruit le soir parce que c'est des jeunes et qu'on ne veut pas à Najac. Voilà. Donc il y a un moment, il faut juste savoir ce qu'on veut pour la société, ce qu'on veut pour les jeunes. Hein. Voilà, moi je reviens toujours à cette problématique de la question de la masse et de la question des gens qu'on veut ou qu'on ne veut pas confère à ce qu'a dit l'expert hier sur savoir si on voulait du tourisme qualitatif ou si on voulait garder la masse. C'est vrai que le sujet de transport-mobilité est essentiel parce que c'est plus de la moitié de l'impact carbone du tourisme, les transports, notamment le transport routier, et c'est un impact très visible. Les bouchons, la pollution, une des externalités négatives du tourisme qui fait partie des sujets de l'acceptabilité justement. Donc merci pour la question. Et il y avait une question un peu plus haut, si je ne me trompe pas, tout à l'heure, tout en haut. Encore une ou deux questions, je pense qu'après on n'aura plus le temps. Bonjour. Ah. Non, c'est moi qui l'ai. C'est moi qui l'ai. En fait, je me questionne par rapport à tout ce qui se dit là, par rapport à l'intervention de Monsieur Pinat sur le tourisme de masse et le surtourisme, et aussi par rapport à l'intervention de Madame Carpentier sur le fait qu'en fait, effectivement, le surtourisme, il est localisé, mais c'est bien le problème et que je pense que l'idée d'inviter les populations de touristes à aller dans des zones moins fréquentées, c'est une idée intéressante. Je ne sais pas si vous avez vu passer la campagne publicitaire du Keras qui invite les gens à venir dans un endroit où il n'y a personne, et je trouve que c'est vachement intéressant. Et surtout, je me dis, il y a eu un Covid, les populations étrangères venaient plus chez nous en montagne, les gens ont découvert la montagne autrement et les touristes étaient clairement, et je ne le dis pas de manière négative, attention, plus détendus et ils profitaient de quelque chose de différent que l'industrie du ski. Et en fait, je me rends compte que là, on est reparti encore plus fort en allant chercher des gens encore plus loin et de plus en plus nombreux. Et en fait, tout à l'heure, vous parliez de l'office de tourisme de la mairie de Bourg-Saint-Maurice. Je sais qu'actuellement, ils ont décidé de ne plus aller démarcher des clientèles aux 4 coins du monde. Et en fait, à quel moment on arrive à changer un peu ce paradigme, pour utiliser un terme qu'on aime bien utiliser, pour revenir justement à en fait, cette redécouverte de la montagne et de sortir de cette industrialisation de la montagne, parce que c'est pas ça normalement le tourisme. Vous avez parlé de tourisme de masse de manière assez négative, mais je pense que si les gens, c'est comme la confiture au cochon, si on leur donne autre chose à découvrir, qu'on arrête de leur bourrer le miou, il faut aller au ski, voilà, peut-être qu'ils auront envie de découvrir d'autres choses. Et voilà, je veux bien votre avis là-dessus. Moi, je vous rejoins à 100%. Hein, je veux dire, je considère que l'erreur dramatique des acteurs du tourisme, et c'est culturel ça, hein, c'est de mesurer finalement l'attractivité de sa destination touristique au nombre de kilomètres que les gens ont fait pour venir jusqu'à chez nous. C'est comme ça. Oui, mais parce qu'effectivement, on se dit que les Américains ont toujours plus d'argent que les gens d'à côté. Moi, j'ai fait le schéma de la région Grand Est, et l'élu de la région en charge du tourisme, à qui je disais qu'il fallait jouer la proximité, parce que c'est la région qui a le plus de frontières, donc les Allemands, les Belges, les Luxembourgeois, les Suisses, ils sont juste à côté. Il me disait, non mais vous avez raison, mais moi je veux des clientèles asiatiques parce que ça se voit. Et je vous promets que c'est vrai. Et je vous promets qu'il m'a dit ça. Et quand je bois un coup, quand je buvais un coup, parce que je ne travaillais plus à Toulouse, place du Capitole, et qu'un bus de Japonais débarquait pour aller au Crown Plaza, il fallait qu'ils traînent leur valise à roulettes parce que le bus ne pouvait pas traverser la place du Capitole. Il y avait une acclamation, il y avait une rumeur, une clameur sur la place du Capitole. Ah, des Japonais. Un bus de Belges qui arrivait juste derrière, il n'y a pas de clameur. Donc ouais, il y a une espèce de culture débile sur ce sujet.
Moi, en tant que CRT, j'ai arrêté tous les marchés étrangers parce que d'abord, je trouvais que ça coûtait une blinde. J'ai calculé, alors ça se tombe bien qu'on est en Isère parce que j'avais fait le calcul sur le département de l'Isère. On dépensait 1576 fois plus d'argent pour aller chercher des clientèles japonaises que d'Easy Zero qui représentait en tout sur l'année en Occitanie 1,8% de fréquentation. Ce qui n'est pas rien, hein, si on ramène ça à 250 millions de nuitées touristiques. Mais voilà, il y avait l'idée que les Japonais, c'était super, c'était vachement mieux que des mecs de Grenoble qui venaient à la Grande Motte pour le week-end. Donc il y a ce prisme-là qui fait qu'on est terrorisé à l'idée de faire autre chose et qu'il faut faire comme les autres. Il y a une forme de normalité qui s'impose, un conformisme qui s'impose à tout le monde, et c'est vachement difficile de sortir de ça. Merci Jean. Alors, Nico me dit que le chrono est impitoyable. Il est 18h20 et si on ne veut pas être en retard après sur la deuxième table ronde, on va devoir s'arrêter là. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre intervention et les échanges qu'on a eus.